tous, en tout cas bonjour à ceux qu'on n'a pas encore vus aujourd'hui, s'il y en a. Et merci d'être là avec nous cet après-midi pour le dernier temps de cette journée de conférences et de table ronde des rendez-vous du labo de Scopitone. Alors cette table ronde, elle reprend le sujet qui n'est pas tout à fait la thématique du festival, mais qui est un peu un fil rouge cette année, qui est cette notion de poésie, de poétique, et qu'on a voulu approfondir avec Maxence, qui va faire l'animation. Approfondir pour un peu rentrer dans cette thématique et dans ce sujet qui nous concerne cette année un peu plus particulièrement dans le cadre de Scopitone. Voilà, alors je vais laisser Maxence faire les présentations et introduire tout le monde, et puis comme pour l'autre table ronde, ça va durer à peu près 1 heure, puis il y aura un petit temps de questions, et puis bien sûr, encore une fois, tout ça sera filmé, donc vous pourrez revoir cette intervention d'ici quelques semaines. Voilà. Merci Martin. Bonjour à tous, merci d'être là pour assister donc à cette petite table ronde autour de la poétique du code qu'on a voulu sous-intituler Imaginaire et création à l'heure de programmation informatique. On avait envie avec Martin en effet de parler de la façon dont on arrive, comme on disait tout à l'heure dans la conférence précédente, dont on arrive à créer du merveilleux, de l'étonnant, du troublant, de la poésie du sensible avec donc des outils en fait, informatiques et donc des patterns, des séquences, des maths, du code donc. Mais on n'avait pas envie de parler que de ça. On avait aussi envie de parler de l'aspect, de la beauté du code en lui-même, le code, les macros du code qui ont envie de créer un code pur. On avait aussi envie de parler d'écriture, on avait parlé de plein de choses. J'avais préparé une petite présentation et puis je vais quand même vous la dire puisque c'est un sujet qui m'est assez cher. Concernant en fait le code et ce qui est aujourd'hui la plateforme d'expression et de communication principale sur lequel on se rencontre et on dialogue énormément, donc Internet, pour moi ça a toujours été un média d'écrit. Quand je suis arrivé sur Internet dans les années 2000, début 2000, 97, 98, 99, la chose qui m'a attiré en tant que journaliste, c'était que pour moi c'était un média d'écrit. Aujourd'hui ça l'est moins évidemment, à l'heure des chatbots intelligents, des géants, des GAFAM et des algorithmes. Plongé en deep learning dans le web, mais pourtant on est toujours dans le domaine de l'écrit puisque c'est un écosystème émergent, si ce n'est élégant, parfois élégant, qui est toujours le fruit d'un travail d'écriture. Donc ma conclusion c'était que nous vivons encore aujourd'hui sur le reliquat de l'écriture et code informatique qui est désormais omniprésent dans nos vies en fait également partie. Donc en effet, il peut paraître troublant pour les novices que la puissance du calcul informatique, dans toute sa supposée froideur et son abstraction, soit génératrice de poésie, de sensible et d'émerveillement. Mais c'est pourtant ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le code et la programmation sont générateurs de création, responsables de ce que nous appelons de l'art, bel et bien. Et ce n'est que la partie immergée de cet art du code qui est omniprésent à l'heure actuelle. L'autre partie, moins visible, consiste à dévoiler les parties pris des développeurs et des artistes codeurs qui, dans leur démarche de programmation, font aboutir des œuvres et créent des œuvres. Donc, il est également question de détailler ce qui fait qu'un code puisse paraître beau, comme disait David Artigot dans un échange de mails qu'on a eu tous les 4. Alors, est-ce que le code peut accoucher du sensible, de l'artistique, mais aussi de la programmation elle-même fait-elle sens en tant que méthode d'écriture artistique, comme forme d'art contemporaine? Eh bien, c'est à ces questions et bien d'autres que nous tentons de répondre au cours de cette table ronde, où je serai accompagné de David Olivier Lartigot, donc, qui est commissaire, professeur spécialisé en théorie et pratique des nouveaux médias en art à l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, également coordinateur et co-responsable de l'unité de recherche numérique art et design commune à l'ESAT Saint-Étienne et à l'ESBA Lyon, le Random Lab et le labo Énervé. Il a aussi dirigé l'ouvrage Art++ en 2011 aux éditions HYX. Nous avons également Laura Couto-Rosado, qui est designer suisse, spécialisée en design média et interaction, lauréate du Grand Prix Design Parade de la Ville de Noailles en 2014. Elle célèbre l'Alliance du design et des hautes technologies. Sa pratique en design se caractérise par la recherche constante d'une symbiose entre le design, la science et les technologies inspirée par la physique fondamentale et appliquée. Elle est actuellement assistante d'enseignement dans le département Master Media Design à la ETH Genève. Elle est également cofondatrice du studio de design Digital Alchemy. Et nous avons également Stéphane Bleu, je n'arrive jamais à prononcer ton nom, Buelet, voilà, du studio Cheval Vert, basé à Paris, un studio de design visuel confondé par Patrick Paletta et Stéphane en 2007.
Réalisation du studio se partage entre commandes institutionnelles, culturelles, industrielles et projets autoproduits. Je fais la fraude, la totale. Les artistes du studio du design Cheval Vert aiment cultiver les rencontres entre différentes disciplines et le public, toujours acteur de leur œuvre. Ils pratiquent un design interactif au cœur de l'art numérique et s'appuient sur un réseau de graphistes, designers, développeurs, dessinateurs et scénographes. Donc on va voir justement la dimension transversale du code dans ce domaine en tant que langage pour une approche multidisciplinaire. Donc ça c'est un petit peu lourd comme ça à présenter, mais on a heureusement des exemples et quelques illustrations. On va commencer par David Olivier Artigot qui va nous montrer quelques exemples de code beau. Tu lances le débat. Bien, merci Maxence pour cette présentation. Alors, en fait, c'est plutôt, comment dire, pour apporter de l'eau au moulin. En fait, je voulais repartir, je vais essayer d'aller très vite, c'est vraiment pour essayer d'alimenter après le débat qui suivra. Mais je voulais repartir de phrases que j'ai extraites de la présentation en fait, qui était sur le site du Scotcon et qui dit quelle part de rêve, c'est la présentation de la session d'aujourd'hui, qui dit quelle part de rêve et de beauté se cache dans les algorithmes, est-il possible de lier l'imaginaire et programmation. Et en autre extrait, proposant de valoriser la dimension esthétique, magique et onirique plutôt que la recherche de performance, de perfection et d'efficience. Donc c'est des brefs extraits comme ça que j'ai extraits et je me suis posé la question de... En fait, c'est une présentation qui est évidemment très générale, je ne sais pas qui l'a écrite, la personne peut-être dans la salle, on pourra en discuter avec elle. Mais ce que j'ai surtout noté, c'est que dans cette présentation, il y avait des clichés qui reviennent depuis fort longtemps en fait. Et notamment, j'ai trouvé intéressant cette opposition entre dimension esthétique, magique et onirique qui s'oppose à recherche de performance, de perfection et d'efficience. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être aussi être intéressant de se dire que la recherche de performance, de perfection et d'efficience, ça pouvait peut-être être aussi ce qui rendait le code esthétique, magique et onirique. Voilà, donc c'est une première piste de réflexion. Donc comme j'aime bien le faire, je suis désolé, mais j'aime remonter un peu dans le temps pour parler de tout ça. Et donc bon, je me suis interdit de remonter avant le XXe siècle, mais j'aurais pu. Là, on démarre avec simplement une citation de Henri Poincaré de 1909. Si je fais ça, c'est uniquement pour bien, comment dire, c'est des problématiques en fait dont on va parler aujourd'hui, qui existent depuis fort longtemps. Quoi. Et qu'on se repose couramment, pas avec les mêmes outils, parce que les outils changent, mais c'est quelque chose qui revient comme ça. Tout à l'heure, on évoquait la question du marronnier. Je ne pense pas du tout que ce soit un marronnier, en fait, c'est simplement une réactualisation d'une problématique, d'une question, qu'il faut en permanence re-questionner. Donc la citation, c'est on peut s'étonner de voir invoquer la sensibilité à propos de démonstrations mathématiques qui, semble-t-il, ne peuvent intéresser que l'intelligence. Ce serait oublier le sentiment de la beauté mathématique, de l'harmonie des nombres et des formes, de l'élégance géométrique. C'est un véritable sentiment esthétique que tous les vrais mathématiciens connaissent, et c'est bien là de la sensibilité. C'est intéressant de Poincaré, donc vous connaissez sans doute, un grand mathématicien, que voilà, pose des termes aussi de la question de la mathématique en des termes de sensibilité. Et ce propos, évidemment, il est lié au code et à la programmation, parce que le code et la programmation, derrière tout ça, c'est de l'algorithme. J'avais aussi noté un peu plus loin, dans ce texte d'invention mathématique, où il parle de sensibilité spéciale du géomètre. C'est intéressant aussi comme expression, parce que cette sensibilité spéciale du géomètre, c'est une sensibilité que je pense beaucoup de codeurs ont quelque part, c'est-à-dire une sensibilité à la logique, c'est-à-dire une sensibilité à faire une belle boucle, voilà, faire des conditions qui sont bien posées. C'est une forme de sensibilité, c'est une forme d'émotion qu'il peut y avoir à regarder un code. J'avance un peu, j'avais aussi trouvé une autre citation de Paul Dirac, un peu plus récente, 1939, c'est quand même avant l'invention de l'ordinateur. Hein. Et donc, ce qui rend la théorie de la relativité, c'est donc une citation sur la relativité, ce qui rend la théorie de la relativité si acceptable aux yeux des physiciens, malgré le fait qu'elle aille à l'encontre des principes de simplicité, est sa grande beauté mathématique. C'est une qualité qui ne peut être définie
pas plus que la beauté dans l'art ne peut être définie. Et ça, c'est intéressant, cette petite assertion de Paul Dirac, parce qu'en fait, voilà, il est assez subtil dans son approche, parce qu'il dit aussi que, c'est expéditif, parce qu'il dit la beauté dans l'art ne peut pas être définie, c'est comme s'il balayait quand même 3 ou 4 siècles d'esthétique, etc. Une petite phrase. Mais malgré tout, je dirais de la part d'un scientifique, c'est assez subtil parce que d'habitude le discours qu'on a côté science, c'est voilà, l'art c'est la beauté, blablabla. Lui dit que la beauté c'est pas si simple. Donc je n'étends pas plus. Mais donc il conclut par la théorie de la relativité a introduit la beauté mathématique dans une mesure sans précédent dans la description de la nature. Voilà, c'est très intéressant de dire que la beauté mathématique sans précédent introduit la beauté dans une mesure sans précédent dans la description de la nature. Et c'est vrai qu'on peut penser la description de la nature en termes littéraires, en termes de voilà, pictural, etc. Lui dit que la relativité, c'est une forme de description extrêmement belle. Bref, j'avance. Voilà, j'ai trouvé cette étude là, de 2014 qui est assez beau, qui est assez intéressante sur le beau, justement, entre deux formules où ils ont fait une étude en demandant à des mathématiciens, en mettant, vous savez, des capteurs sur la tête pour pouvoir capter l'activité mentale, enfin l'activité du cerveau, et voir quelles zones étaient activées quand ils étaient face à certaines formulations. Et donc, aux deux extrêmes, ils montraient tout un ensemble de formulations, et il y a deux extrêmes en somme. Il montrait la célèbre formule de Euler qui dit 1 plus exponentielle pi égale 0, qui est connue comme étant peut-être une des plus belles formules mathématiques. Et ensuite, en dessous, une que je ne vous lis pas, mais que vous comprendrez de vous-même, n'est-ce pas, d'un génie des mathématiques qui s'appelle Srinivasa Ramanujan, très, très célèbre mathématicien indien. Et voilà, qui est une formule extrêmement complexe. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que je pense que même si on n'est pas mathématicien, on voit la différence. Et on peut, peut-être comme ça, d'une manière très, très directe, percevoir, on va dire, l'efficacité, si je veux dire, de 1 plus exposant pi égale 0, qui s'oppose à cette formule très lourde, pourtant très, très intéressante, très productive, mais voilà, qui paraît très chargée visuellement, etc. Alors, je vous invite à aller voir cette étude et en tirer les conclusions, là aussi, qui ne sont pas simples à résumer comme ça. Mais voilà, je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait cette approche comme ça. On est dans l'algorithme, on n'est pas encore dans du code, mais bon, j'y viens. Tu me dis si je suis trop loin, je peux m'arrêter maintenant. Alors, pour continuer dans les grandes citations, évidemment, The Art of Computer Programming de Donald Knuth, qui est un ouvrage, alors là si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un ouvrage abyssal, hein, c'est un peu borgésien, Donald Knuth, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'il a commencé en 1968 et il continue à l'écrire encore à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une somme sur la question de la programmation. Et voilà, j'en extrais juste une citation où il dit « Dans la pratique, nous ne voulons pas seulement des algorithmes, nous voulons des algorithmes qui sont bons dans un sens esthétique vaguement défini. » Là, c'est intéressant. Sens esthétique vaguement défini. Un critère de qualité est le temps nécessaire à la réalisation de l'algorithme qui peut être exprimé en termes de nombre de fois que chaque étape est exécutée. D'autres critères sont l'adaptabilité de l'algorithme à différents types d'ordinateurs, sa simplicité et son élégance. Alors, on retombe à la fin sur et son élégance. Bon, la définition, si j'ose dire, là, se mord un peu la queue, hein, parce qu'il faudrait que aussi définisse qu'est-ce qu'il entend par évidemment élégance d'un bel algorithme. Mais voilà, je trouve quand même intéressant de voir que Knuth définit quand même quelques critères de ce qui pourrait être esthétique dans un algorithme. Et cette esthétique, en l'occurrence, bon là, ce serait que le nombre de fois où chaque étape est exécutée, c'est-à-dire l'efficacité de l'algorithme, même si un des grands principes de The Art of Computer Programming, c'est de dire attention, l'optimisation n'est pas toujours la solution. Il vaut mieux être rigoureux que d'optimiser trop vite un code. Voilà, je vous invite aussi à découvrir ces aspects-là. J'en arrive petit à petit, on se rapproche un peu, 1963, avec Computers and Automation, qui est peut-être la première image, on va dire, faite par ordinateur, qui questionne la question de l'art et du beau, en fait. C'est pour ça que j'aime bien montrer cet exemple assez souvent. Voilà, janvier 1963, dans une revue
on va dire, c'est une revue d'ingénieurs, quoi. Et là, il pose donc très directement cette question. Alors, je vais très vite aujourd'hui, mais on pourrait en parler des heures. Voilà. Est-ce que cette image, qui est issue d'un ordinateur, n'a pas des propriétés esthétiques? Et c'est intéressant que, voilà, en 1963, on est à peu près 15 ans après l'invention, enfin, 15 ans après la révélation de l'ENIAC. L'ENIAC, qui est un des premiers ordinateurs qui a été inventé. Et voilà, 15 ans après, voilà, on se pose cette question, peut-on faire de l'art, peut-on faire des choses qui ont des propriétés esthétiques avec l'ordinateur? Alors, là je faisais un petit rapprochement avec des choses qui sont plus contemporaines quand même. Donc par exemple, ce projet, alors, bon, je ne vous montre pas la vidéo, je vous invite à aller la voir sur le site de Memo Actel, qui est un artiste qui programme, qui fait des choses programmées, souvent assez drôles des fois. Et là, c'est une œuvre un peu plus sombre, où c'est l'algorithme d'une vague. Enfin, c'est un programme qui simule en fait la dynamique d'une vague. C'est assez spectaculaire. Bon, j'ai eu récemment la chance de voir sur un très grand écran en 8K, etc. Donc, un effet assez immersif de cette gigantesque vague calculée. Et la question que je me suis posée, justement, c'est qu'est-ce que je regarde en fait? Est-ce que je regarde la simulation dynamique? Est-ce que je regarde la capacité de l'artiste à faire du code, ou est-ce que je regarde l'effet esthétique que me procure cette image en fait? Et autre question, c'est pourquoi je passe 10 minutes à regarder une vague simulée par ordinateur, alors que je pourrais très bien, surtout à Nantes, là, on peut très bien aller au bord de l'océan, regarder de vraies vagues en fait. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la démarche humaine, là en l'occurrence dans l'appréciation esthétique humaine? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre plaisir malgré tout à regarder ce travail qui est une sorte d'imitation de la nature? Et peut-être que justement ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on décerne ce qui est de l'ordre de la simulation, ce qui est de l'ordre de l'artificiel, et que cet artificiel issu de la programmation nous intrigue, nous interroge. Bref, il y a tout un champ assez riche et complexe de questionnements qui peuvent naître de cette simple contemplation, en somme, de cet algorithme, de cette simulation dynamique. J'avance, j'ai encore 2 minutes ou c'est 2 minutes. 2 minutes. Juste pour signaler, toujours pour faire un petit clin d'œil évidemment à l'univers du hacker, c'est intéressant aussi de signaler que dans le fameux l'éthique du hacker, en fait, de Steven Levy en 1984, dans les 6 principes de base en somme de l'éthique du hacker, vous avez You can create art and beauty on a computer. J'ai pas le temps de le développer là, mais c'est quand même très intéressant de se dire que dans cette éthique du hacker, à la base même de l'éthique du hacker, quelque part, la question de la beauté et de l'art est posée. J'avance. Ça, c'était un exemple de code que j'aurais pu commenter, qui est en fait un code littéraire, en somme, puisque en fait, les globales qui sont présentées dans le code, et les globales et les variables, en fait, sont une sorte de narration. C'est une forme de storytelling via du code. Et ce que produit le code est lui-même une narration qu'on peut regarder. Bref, j'avance. Ça, c'était, voilà, quand même, je voulais montrer ça. Dans cette idée d'optimisation du code, etc., de se dire qu'est-ce qu'un beau code, là, on est presque sur une forme d'haïku absolue du code, c'est-à-dire que c'est une forme ronde qui a été rédigée par Jaromil. Donc, c'est un projet qui doit dater de 2001 à peu près. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui sont tellement fans de cette formule, qui se tatouent cette fameuse forme ronde, qui est en fait un programme. En fait. Ces 2 points, en fait, c'est le nom de la bombe, en somme. C'est une fonction qui est déclarée, avec donc une fork. On lui demande de forker, c'est-à-dire de se séparer plusieurs fois. Et ensuite, point virgule, et on lui demande à la bombe de s'exécuter, c'est les 2 points. Et le fait d'exécuter ça donc, sous Unix, et ben on va avoir un programme qui se multiplie jusqu'à faire planter la machine. Donc on a un effet maximum en somme avec un code extrêmement court et comme je vous disais, c'est une forme d'haïku. Alors là peut-être que la beauté dans le code elle se situe ici, cette question voilà, de la... et pour conclure très vite, évidemment évoquer l'Oulipo, c'est quand même intéressant de savoir que voilà, dès 1962, peut-être 73 parce qu'il y a un doute sur la vraie date de rédaction de ce premier manifeste de l'Oulipo, mais que, bon, je ne vous le lis pas en détail, mais François Le Lyonnais dit « D'autres règles peuvent être imaginées, notamment dans le domaine du vocabulaire
vocabulaire particulier, corbeau, renard, marsouin, qui sont des sortes de langages rigolos de l'époque, et langage algol des ordinateurs électroniques. Donc c'est quand même assez intéressant que le Lyonnais, donc créateur de Micro, dise, voilà, le langage informatique, la programmation, ça peut être aussi une forme littéraire qui peut être exploitée. Et je termine donc par cette image qui ouvre aussi le livre R++, puisque c'est un poème en termes de Graham Harwood, qui s'appelle London PL, qui est en fait un programme qui est censé s'exécuter, mais qui reprend la forme poétique des poèmes de Blake. Voilà, bon, c'était un très rapide aperçu, je mettais un petit clin d'œil, voilà. Et ça, vous allez faire en Lab, c'est les deux lieux, on va dire, où se développe l'unité de recherche numérique de l'ESSAD et de l'ESSAD de Saint-Étienne et de l'ENS Pavillon, dans lesquels, voilà, c'est dans ces deux espaces que se développe cette unité de recherche. Si ça vous intéresse, je vous invite chaleureusement à aller voir ces sites et ce que les étudiants y produisent. Bref, voilà, je voulais faire cette petite introduction. Merci David Levier, c'est une super introduction. J'ai envie de récupérer mes papiers. Et je crois qu'on a fait le tour, grâce à toi, un petit peu de la beauté en fait, de l'écriture algorithmique ou du code informatique. Et ce rapport dont tu parlais tout à l'heure, en fait, de l'humain à la simulation et des comportements, c'est des choses qui intéressent énormément Laura Couto-Rosado et aussi Stéphane du studio Cheval Vert, donc qui va nous présenter un petit peu ses activités, ses dernières créations. Bonjour. Merci David pour cette introduction complète. Donc je vais vous présenter aussi assez rapidement, parce qu'en fait on n'avait pas prévu de faire des présentations particulières, donc je vais faire tourner des images et je vais parler un petit peu du studio et de notre approche et notre positionnement par rapport au code. Alors, si je fais un petit truc comme ça. Bon, si ça avance pas. Bref, donc le studio Cheval Vert, c'est au départ un studio de design graphique qui a été créé en 2007 par Patrick Paletta et moi-même. Et au départ, moi je vais vous parler du code justement sur la question de la rencontre. Au départ, la rencontre entre Patrick et moi, c'était quelqu'un qui vient des études de typographie, de graphisme, d'édition de mise en page. Et moi qui avais des études dans le graphisme, mais qui, vers la fin de mes études, je suis tombé sur un livre de John Maynard qui s'appelait Maynard Media. Il en a fait un autre ensuite qui s'appelle Creative Code. Je suis les lois de la simplicité. Et ce livre-là, en fait, il a été assez intéressant puisque John Maynard explique le programme sous la métaphore de l'origami. C'est-à-dire qu'un programme, c'est une suite d'itérations et d'actions qu'on met en place de façon à arriver à un résultat. Et à partir de là, en gros, tout ce que j'avais appris en graphisme, j'ai commencé à le projeter, on va dire, dans des installations. Enfin, une première installation, puis une deuxième, etc. Ensuite, donc, je suis monté à Paris, j'ai rencontré Patrick, on a créé Cheval Vert. Et à partir de là, donc à partir de 2007, on a développé à la fois des projets de design graphique et à la fois des projets qu'on appelle d'interaction, d'installation, qui mêlaient design objet, design d'espace et design graphique. C'était aussi typiquement la façon dont fonctionnaient les cours à la Martinière-Thérault, moi où j'ai été élève. Et donc ce processus-là, on l'a monté en studio, on était 2. Et puis après, le temps est passé, aujourd'hui on est 7. Il y a donc des designers objets, des graphistes, une artiste aussi en interaction, enfin Julia, je te présente comme ça, donc Julia et Arnaud sont présents aussi dans la salle, Arnaud Jurassic et Julia Pouillot, et on travaille en fait énormément en équipe. Et pour nous, le code, on a une entrée, l'entrée qu'on a sur le code, je vais mettre une petite diaporama. Voilà. L'entrée qu'on a en fait sur le code, elle est intimement liée à la façon dont on pense le design graphique et les installations, c'est-à-dire sur le rapport du système, sur le rapport de l'interaction, c'est-à-dire il se passe quelque chose, je fais réagir un objet, j'interagis avec l'objet, il me répond, etc. etc. Ce rapport-là qu'on a au code, en fait, on essaye de l'intégrer
On a un processus, d'ailleurs, sur lequel on travaille, donc, qui est basé sur une documentation de tous les travaux de façon assez précise. On part en fait d'une interaction qu'on développe ensuite sous forme de prototypes, de schémas, d'univers graphiques, et souvent qui se développent donc, soit à l'écran, soit dans des projets de design graphique, soit dans des projets d'installation, où là, on est dans des harmonies d'objets, espaces, images. Et cette question je reviens toujours à cette question de beauté du code, nous, elle apparaît énormément à l'origine du projet, c'est-à-dire que quand on commence à développer ce qu'on appelle les algorithmes visuels ou les algorithmes d'interaction, puis après on les développe sur différents langages. Parfois on travaille avec, donc nous on prototype énormément, je vais parler aussi un peu de mécanique, mais énormément en JavaScript, en processing, sur des choses comme ça. Quand ça va plus loin, on travaille avec des artistes, des développeurs sur la partie C++, comme sur les langages Open Frameworks. Et au départ, par contre, tout ce qu'on écrit nous, ou ce qu'on prototype, on considère que, et d'ailleurs on le fait aussi, on code en partie, mais on considère que ces écritures de départ peuvent se déployer finalement sur plein de branches différentes. Donc on reprend aussi des métaphores qu'on utilise dans le code, c'est-à-dire la question du versionning, comment on fait évoluer un code, de la même façon où nous il y a des projets, je vais m'arrêter par exemple sur Wikmap ici, c'est un projet en fait de génération cartographique collective. On l'a commencé en fait sous la forme d'une exposition dans une maison des arts plastiques Rosa Bonheur, en lien avec justement des partenaires pour j'ai oublié le lavoir numérique exactement. Et après, c'était sous l'ordre de l'exposition, puis ça s'est développé sur la forme d'affiches, d'une installation en interaction avec un iPad, un traceur. Et là, le workshop qu'on fait à Stélolux, c'est lié à la question du générateur justement de cartographie. Donc ce type de projet-là, il évolue en fait exactement de la même façon qu'on peut faire évoluer justement l'écriture d'un code. Puisqu'en en fait, ce qu'on appelle, et on le partage avec plein d'autres gens, là, une sorte d'amour, de culture, même moi j'ai été Art++, c'était un des ouvrages qui a aussi marqué, qui était intéressant. Nous on se considère plutôt comme designer. Julia aussi a une pratique artistique assez forte. Mais on a comme ça énormément de références à la sculpture, à l'histoire de l'art. On a des personnalités comme Olafur Eliasson ou des gens comme ça qui croisent énormément de domaines, architecture, objets, enfin bref. Et donc on développe le studio, qui est à la base un studio de design graphique, vraiment sous le nom de design visuel, puisque nous, ce qu'on montre à la fin, ce qu'on propose, c'est toujours un environnement visuel qui soit dans l'objet, enfin tangible, ça Laura elle pourra vous en parler, ou alors sous forme d'image, sous forme voire même d'espace, voire pour Stratum, donc ça c'est un des croquis de départ sur Stratum, sous la forme aussi sonore, c'est-à-dire qu'on travaille avec, soit en interne, soit avec des gens extérieurs, sur la façon dont le code va créer un trait d'union entre, dans son écriture entre le son, l'image et d'autres domaines. Stratum, donc c'est une installation que vous pourrez voir ici, elle est présentée. En fait, tout le déclic entre vraiment notre travail de design graphique et d'installation s'est fait en 2013 par un heureux aléa au hasard lié à la création du projet Murmure et à l'arrivée de Julia au studio, qui nous a permis en fait de développer un système très très simple, une sorte de prothèse de mur qu'on peut brancher partout, qui fonctionne avec un vidéoprojecteur et une LED. Et en gros, on a une sorte de transformation du son en lumière dans ce qu'on appelle une chambre d'écho. On est très référence grecque et latine. Et en fait, cette transformation du son parcourt la LED et puis vient s'écraser entre guillemets sur le mur et se propager là en ondes lumineuses aussi, mais qui sont vidéoprojetées. Et le cœur, enfin vraiment la liaison et en partie la magie que permet le code, c'est cette synchronisation qui est très très simple entre le bout de la LED, la dernière LED, qui est une sorte de tableau de 0 à on va dire, 500. La synchronisation
cette dernière lettre et la projection qui se développe sur le mur. Et tout projet repose sur d'ailleurs ce fake visuel qui est véridique en code, mais dans la réalité, il n'y a pas du tout de liaison entre le bout de LED tangible et la projection sur le mur. Et ça, typiquement, Murmure, après, à tous les niveaux, ça nous a permis de développer des narrations. Je parlais d'évolution de projet, donc là, on parle souvent en code de scalability ou de façon de changer d'échelle. Là, c'est le projet Murmure aussi qui était à la Victoire de la musique 2015. Et c'est le même système, sauf qu'on a 6 LED, elles sont reliées à des interactions sonores, enfin des liaisons sonores à la batterie, au piano, etc., à la voix. Et en fait, on a un mur derrière qui fait, par contre, lui, au lieu de faire 4 mètres par 5, qui fait 5 mètres par 20 mètres de large par, je crois, 6 de haut à peu près. Et où là, on déploie le même, j'ai envie de dire, la même écriture visuelle, mais pas dans les mêmes dimensions. On adapte énormément tout ce qui a été créé. Sauf que la base, c'est la même. C'est la même interaction, la magie, elle se passe au même endroit, etc. C'est des questions d'échelle, après. Et d'occasion, parce que souvent, nous, on travaille, on ne déploie pas des pièces ou des dispositifs, des œuvres comme ça à l'instant, c'est-à-dire de façon intrinsèque au studio, on répond souvent à la commande. Par contre, finalement, on se rend compte qu'une fois que c'est parti, on construit le projet artistiquement comme des artistes, un collectif d'artistes. Voilà, là c'est un aperçu de Mécané qui avait été présenté à la Gaieté Lyrique, où Mécané, c'est pareil, c'est une reprise de cette machina dans le paysage, c'est un capteur qui a intégré une maquette, et cette maquette-là, sur modèle 3D, est lui-même représenté virtuellement au mur, dans une projection. Et notre présence, la main au-dessus de cette maquette, va permettre de modifier toutes les conditions météorologiques simulées dans la projection. Donc on a notre main, Mécané vient du mot machine, et c'était utilisé en théâtre romain pour faire apparaître une divinité, comme ça, avec une espèce de et l'autre main, à ce moment-là, elle est censée faire à peu près 2000 mètres au-dessus du paysage. Donc il y a ce jeu, nous, qui est intéressant dans le micro-macro, que le code permet, parce que voilà, là, en fait, on passe d'une détection de la main qui fait quelques centimètres, donc c'est le capteur utilisé, c'est un leap motion, et en fait, toutes ces données, on les renvoie dans un paysage qui, virtuellement, fait plusieurs dizaines de kilomètres. Et ce rapport par exemple là, ce rapport que permet le code, qui n'est pas dans l'écriture, mais qui est dans les possibilités imaginaires ou les possibilités d'usage, pour nous, ça nous excite. Ça, c'est une vue, c'est pareil, cette installation-là, typiquement, donc elle a été créée en développement avec Julien Gachador et Arnaud Jurassec, et après tout l'atelier également. Mais ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez la structure entre la question dans le code d'arrêt, c'est-à-dire de tableau. Donc en gros, chaque panneau contient à peu près, il y a 120 000 photos en tout. La salle fait 12 mètres. Chaque panneau est un arrêt de photo qui est lié à une base de données. Et si vous voulez, on a une interaction avec l'écran qui est au centre. Lorsqu'on se déplace dedans, c'est une base de données aussi mosaïque, on se déplace aussi virtuellement par la lumière dans la structure. Ça s'appelle le temps suspendu parce que c'était tous les gens qui ont participé aux 500 ans du Havre durant la manifestation qui s'est déroulée l'année dernière. Et nous, on a récupéré par des photomatons énormément de photos. Chaque personne avait un code. Et ce lieu-là, qui était une ancienne poudrière, ça revenait à une sorte de lieu de mémoire active de cet événement-là, mémoire visuelle. Julia, pour le coup aussi, aimait assez le fait qu'on parle d'historique du lieu, c'est-à-dire c'est un lieu de poudre, d'étincelles, une poudrière, et l'écriture visuelle qu'on a eue, donc ici, en termes de code, avec des shaders, avec des constructions comme ça, GLSL, ça s'appelle, ça permettait d'amener par exemple de la fluidité dans le mouvement des lumières, alors que finalement on n'avait que deux barres LED qui pouvaient aller de 0 à 150, je crois, derrière chaque panneau. Donc, alors que nous, on travaille souvent avec beaucoup plus de LED, et là, donc, on devait créer des artefacts, des solutions par le code où on puisse retrouver un petit peu de fluidité, enfin de ce qu'on voulait amener aussi. Parce que la structure, elle, qui a été créée par un serrurier, donc là je vous montrais
ces outils. Pourquoi? Parce que pour nous, le code, en partie, c'est des briques comme ça. C'est-à-dire chaque outil, chaque fonction renvoie à des possibilités d'écriture visuelle ou narrative particulières. Le bruit de Perlin, c'est une façon de créer en fait une écriture qui est différente, on va dire des randoms qu'on trouve dans certains, des pseudo-randoms, Pierre, qu'on trouve dans certains logiciels. Et chaque fonction, chaque construction de données, que ce soit des tableaux, etc., ça ouvre des possibilités visuelles et imaginaires. Là, c'était une planche de travail de Julien sur la relation entre la détection en infrarouge par l'électrochien et ce que potentiellement les univers auxquels on pourrait, ça renvoyait d'un point de vue météorologique, d'un point de vue justement la question des vents, la question des cartes de chaleur au niveau des tempêtes, etc. Et pour nous, en fait, donc tout à l'heure, David, quand tu parlais de quand on regarde une vague générée ou simulée, quel est le plaisir, pourquoi on a autant de plaisir à regarder cette vague alors que finalement on en a des milliers, et même voire plus. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, moi, j'ai un plaisir à faire du code ou à penser au code, par exemple, quand je suis chez mes parents à la campagne en pleine nature, qui est énorme. En fait, j'ai l'impression que l'aspect biologique, organique, naturel, renvoie directement à cette beauté de mathématiques. En fait, il y a un lien intimement très très fort dedans que je ne peux pas expliquer. En tout cas, je pense que c'est aussi les maths, c'est une des façons dont on a voir le monde, voire qui est la façon de voir le monde. Je pense qu'il y en a plein, mais les maths en est une. Et donc ce rapport-là, en fait, à mon avis, la clé dedans. Ça, c'était un travail aussi on nous demande, par exemple, là, typiquement, la demande, c'est créer des trophées. La demande est très spécifique, c'était pour la Gaîté Lyrique, créer des trophées pour récompenser des courts-métrages dédiés à la danse. Donc en gros, nous, on a on parlait de syntagme et de paradigme tout à l'heure, mais tous les univers sémantiques de la danse, du court-métrage, du film, etc., qui arrivent. Et on voulait produire un objet très très simple, basé justement sur ce qui est au cœur du film, c'est-à-dire l'image. Et ce qui est au cœur de l'image, le pixel. Et donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a appris un mois avant les gagnants, les films gagnants en fait de ce concours, parce qu'il y avait différents trophées. Et ce qu'on a fait, c'est très simple, c'est qu'on a pris une image qui pour nous subjectivement était forte, et en fait on a fait une sorte d'exclusion de pixels suivant l'intensité lumineuse. Et ça nous a créé une sorte d'objet assez dynamique qui ressemble à ce qu'on secoue, si vous voulez, une canette de bière, il y a une sorte comme ça d'énergie qu'on renvoie à la danse, il y a une sorte aussi de... à chaque fois, il y a comme ça des micro-narrations qui renvoient à des domaines particuliers. Ça, du coup, c'est de l'extrusion pixel. Là, en ce moment, on développe une typographie, c'est pareil, où vous voyez, on a deux graisses particulières. Et ben, en fait, on travaille sur un principe de fond de variable, et on travaille spécifiquement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour passer de ça à ça, il y a toute une gestion du dessin là-dessus, sur cette courbe-là et cette graisse-là, cet emplacement. Et donc ce travail-là, typiquement aussi, c'est là où le code intervient et va produire une cohérence, une beauté esthétique ou pas. Et nous, à chaque fois, c'est pas le code en lui-même, c'est le code et la relation qu'il entretient avec une discipline. L'aspect tangible, là, ça c'était la question du data fossile qu'on avait aussi mené là-dessus. C'est se dire, voilà, dans quelques années, si on a des bombes, le pitch c'était, voilà, si on a des bombes magnétiques qui peuvent faire vraiment du mal à énormément de disques durs, etc., quelles traces on pourrait garder de données du type, là c'était un participant de Nantes qui avait créé, lui, pour chaque album, chaque chanson, il avait créé comme ça, récupéré la hauteur sonore et créé des spirales de ses chansons, enfin de l'événement sonore en fait. Donc qui crée une sorte qui recrée un vinyle analogique mais sous une forme comme ça de sorte de fossile de données. Ça c'était un travail aussi qui avait été créé par une étudiante sur les battements du cœur, intégré dans une pièce de bois comme ça, une récupération. Il y a des workshops. Et ça c'est aussi un autre projet que je parlais, c'est une identité visuelle qu'on a créée pour un cycle ici pour autour de l'intelligence artificielle. Et l'idée aussi, c'était de créer des processus qui étaient liés en fait au jeu de Go, à partir d'une partie du jeu de Go qu'on avait enregistré pas à pas, et de générer en fait une sorte
comme ça, d'intelligence artificielle, mais qui n'en était pas vraiment une. C'était pour nous plus une façon de créer du visuel en créant d'abord des cartes, et puis après en piochant dedans, en venant mordre des morceaux dedans, pour créer une identité. Donc il y avait la question du choix, etc., du non-choix. Voilà. Et pour résumer, voilà ce que j'ai à vous dire. Après, pour résumer, nous, pour revenir sur la question de la beauté du code, on y reviendra après, c'est une façon une réponse aussi pour résoudre ou répondre à des demandes dans notre société contemporaine, à plein de niveaux, qui demandent une sorte d'adaptabilité, de souplesse, de réactivité, qui sont des qualités intrinsèques au code. Maïda disait avec sa notion qui pouvait discuter de matière numérique, elle a des qualités, cette matière particulière qu'il faut pouvoir connaître. Et la deuxième chose importante, c'est que justement nous on vient de l'image, et donc le code sur l'écran, l'image c'est d'abord du code à l'écran, puis après le fait de faire sortir ces pixels de l'écran, de les retrouver ailleurs, il y a quelque chose comme ça, il y a une poésie pour nous qui émane dès qu'on sort de l'écran finalement. Il y a tout de suite des choses qui se créent, des rencontres. Je finis là-dessus entre des choses qui sont mathématiques et puis un café qui va se renverser, une LED qui va se mettre à briller parce qu'il y a un taux d'humidité trop fort sur une installation. Et ces choses-là, en tout cas c'est une porte d'entrée. Merci beaucoup Stéphane Pellet pour cette belle présentation également. Donc, tu nous as parlé de solutions créatives, on a aussi parlé de l'aspect relationnel du code dans le design d'objets, de l'impact en fait du code sur le tangible. C'est des sujets qui intéressent énormément Laura Couto-Rosado, donc qui va nous présenter également son activité. Bonjour, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Laura Couto-Rosado, je suis designer. J'ai une double casquette en tant que designer, qui fait moi un profil de designer hybride. Donc j'ai à la base un background de design produit. Et puis j'ai également une spécialisation en média design et d'interaction. Je suis très heureuse d'être avec vous, discuter de ce dont on parle de beauté et poésie du code. Ça implique pour moi la question quel est le rapport que j'ai au code, qu'est-ce que je fais du code en tant que designer. J'ai un rapport assez profane, c'est-à-dire que j'utilise le code comme un outil. Pour moi, coder, ça me permet en fait de réaliser des projets, d'animer des objets surtout. J'ai un rapport à la physicalité, à l'objet qui est très fort. Pour moi, à l'heure du numérique, du digital et de la décorporation, le rapport décorporé que l'on a, je ne sais pas si décorporé c'est le mot, mais j'accorde une importance très importante. Je suis très intéressée par tout ce qui nous renvoie à la forme de physicalité, à un rapport corporel, un rapport physique. Et j'aime beaucoup utiliser le code pour animer ce qui nous entoure. Par exemple, si vous êtes designer d'objets et que vous faites une lampe domestique par exemple, si par exemple vous faites une lampe, un produit, un luminaire pour la maison, et avec quelques notions de code, je peux imaginer animer
cette lampe, interagir avec, lui donner une forme de vie. Je peux aussi avoir d'autres... ne pas considérer cette lampe comme une lampe, mais par exemple, je peux mixer, comme c'est le cas avec AMI, mélanger une lampe avec un comportement de chat, par exemple, avec une lampe qui a une forme de méduse. Donc je vais étudier l'algorithme de la forme mathématique qui permet de générer des formes de méduse, et puis je vais observer mon chat, et puis je vais voir un peu comment il se comporte et comment est-ce que je pourrais écrire un scénario qui reprendrait l'interaction et puis la relation que j'aurai avec mon chat. Et puis tout ça, je vais pouvoir le coder avec des algorithmes. Et donc, à ce moment-là, le code devient un scénario, la codification d'un comportement que j'observe tous les jours, par exemple, dans mon quotidien. Donc le code, pour un designer, c'est la possibilité de ne pas avoir de limites et de vraiment se laisser aller dans son imaginaire et de créer des objets qui ont de nouvelles fonctionnalités, qui ont des comportements auxquels on n'y a jamais vraiment pensé auparavant, et puis de prétendre, avec toujours dans l'esprit d'être dans un rapport de glissement-terrain, d'hybridation. On n'est pas totalement en face, par exemple, d'une lampe de chevet, mais pas totalement en face d'un animal de compagnie ou d'un assistant. Et voilà un petit peu pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser du code. Et du code, j'entends, ça peut être du JavaScript, du processing ou même du GLSL, du shader. Je vais vous montrer par exemple ce type de forme. Il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence de 3 mois au CERN. Le CERN, c'est le centre de la recherche fondamentale autour de la physique quantique et de la physique des particules à Genève. Et quand j'ai commencé à comprendre ce qu'ils faisaient, au bout d'un mois, après avoir fait la visite de quelques laboratoires, après m'être immergée, avoir discuté avec des physiciens spécialisés dans les expériences, pas les théoriciens, ceux qui avaient des expériences au CERN. En tant que designer, c'était pour moi important d'essayer de rendre compte à un plus large public, donner une forme à la physique quantique, la physique de particules. Et j'essaie de trouver un moyen de le faire en sortant un peu des sentiers battus, des phénomènes physiques qu'on a l'habitude d'entendre autour du quantique, les mots parallèles, etc. Et j'avais eu accès à des big data, parce qu'ils enregistrent beaucoup de données issues des détecteurs de collision de particules, du LHC, qui permet de générer des collisions nucléaires, et puis d'enregistrer ce qui se produit dans ces collisions nucléaires, qui sont des reconstitutions artificielles des phénomènes issus du Big Bang. Et donc, à ce moment-là, ils enregistraient des détections de particules dans les détecteurs, et j'avais eu accès à ces données-là. C'était beaucoup des données, des coordonnées X, Y, Z, et aussi de vitesse, ce qu'on appelle les momenta, les momentum. C'est le moment, en fait, après l'explosion, où on a une génération de particules quantiques qui sont enregistrées. Et donc, je me suis dit, je vais les utiliser et je vais montrer le type de forme qui peut se produire après une collision de particules. Donc là, par exemple, on a une forme générée qui est le résultat d'une collision de particules du détecteur Alice. Donc, encore, voilà, c'est à peu près ce que je peux vous montrer du potentiel, des possibilités que vous avez en tant qu'artiste, designer, d'utiliser le code, que ce soit pour essayer de rendre visibles des phénomènes invisibles, d'animer des choses, de l'inanimé,
ou aussi connecter des choses qui ne sont pas connectées, avec des capteurs, avec des éléments, par exemple. Là, vous avez aussi une lampe. La lumière m'intéresse beaucoup. Et en porcelaine. Et puis, on ne va pas rentrer dans la fabrication de cet objet qui est déjà un sujet en soi, puisque vous avez un circuit électronique qui est autour, qui est carrément dessiné sur la porcelaine. Donc le circuit que vous voyez, c'est non seulement un décor, mais c'est aussi le circuit électronique qui permet d'alimenter les LED. Et cette veilleuse est connectée à l'activité sismique de la Terre. Et en fait, chez vous, vous avez la possibilité, vous êtes connecté à des sismographes scientifiques, vous avez la possibilité chez vous de voir, en fait, d'apprécier visuellement l'activité sismique de la Terre tous les jours. Parce que la Terre est un organisme vivant, ce n'est pas une grande planète inerte et mécanique et inanimée, c'est quelque chose qui respire et on a la possibilité avec ces capteurs de reprendre ces données et de les rendre à voir de manière lumineuse chez soi par exemple. Donc j'avais fait cette connexion entre l'activité sismique mais de faible magnitude. Les paramètres de réglage étaient de 3 sur l'échelle de Richter, juste avant qu'on soit capable de ressentir physiquement une secousse sismique. Donc l'idée c'était vraiment comme l'objet avait été fait dans une résidence de recherche à Sèvres, autour de la porcelaine, et que la porcelaine est issue des carrières et des minerais, kaolin, quartz, feldspath, ce sont des ressources terrestres. Je voulais en fait faire la boucle et la connexion entre d'où vient la matière première qui a servi à faire cette lampe en céramique fine avec l'activité sismique quotidienne. Donc voilà un peu pour. Je ne suis pas exhaustive puisqu'on est à une table ronde. J'aurais pu vous parler toute une heure sur le projet de Quantum Nugget avec le CERN, mais je pense que c'est plus maintenant. Je pense que c'est très bien comme ça. l'heure de pouvoir discuter. Oui, parfait. Merci beaucoup Laura pour cette présentation concrète de l'application du travail de développeur sur la production d'objets et sur le design. Moi, il y avait une idée qui m'intéressait dans ce que vous avez présenté tous les trois, ou plus particulièrement peut-être Stéphane et toi Laura, c'était l'idée du code comme architecture en fait. Il y a cette phrase de Samuel Bianchini dans Plus que j'aime beaucoup qui dit prévoir l'image, ou plutôt un potentiel d'image suivant un ensemble de dispositions, de conditions, voire d'instructions à effectuer pour donner une réalisation d'image telle peut être l'objet de la programmation. Programmer, c'est d'abord écrire à l'avance pour dresser, selon l'expression, l'ordre du jour, l'ordre de quelque chose qui peut ainsi se passer ou avoir lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette idée d'architecture? Ça a l'air vraiment primordial en fait dans votre travail, particulièrement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. Tu veux répondre? Je commence? Par rapport à ça, en fait, l'architecture, elle se fait à l'écriture du projet, notamment dans la façon d'abstraire toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, voilà, je vais mettre en place quelque chose qui me permette de faire n'importe quelle image, déjà forcément on est dans un système d'images particulier. Et donc en fait, plus ça va, plus on va rétrécir l'entonnoir pour arriver vraiment à avoir une solution la plus élégante en soi par rapport à l'objectif qui est dessiné, enfin au départ, que ça soit dessiné dans le dessin et le dessin d'une forme, l'évolution d'une forme aussi. Et après, une fois qu'on a cette abstraction la plus forte, c'est l'environnement, son lieu, par exemple, de son contexte, ou alors le statut qu'elle a, qui va nous obliger à rajouter des strates, on peut dire ça par rapport à un programme, à rajouter des fonctions ou des choses qui vont permettre, si on parle d'objets de classe aussi, avec cette métaphore de qu'est-ce qui rentre dans une usine, qu'est-ce qui
sort par rapport à à la création d'une voiture, il va falloir architecturer ça avec des méthodes on va dire, chronologiques qui déroulent dans le temps, dans un sens précis, et puis d'autres méthodes qui seront liées aux inputs aussi, c'est-à-dire à ce que l'utilisateur ou celui qui peut manipuler, l'humain, peut apporter aussi dans cette image-là. Et ce qui a changé là récemment, tout ce qui se fait en deep learning notamment, c'est qu'une partie de ces inputs-là et de cette réflexion sur ce qui vient d'être computé, l'ordinateur peut le faire en partie lui-même. Si on lui donne un champ exploratoire, une base de données assez complète. Et enfin bref, pour répondre simplement, nous l'architecture, elle se passe à l'écriture du prototype, où là d'ailleurs le choix du langage aussi se fait à ce moment-là. Voilà, je sais pas si Quelqu'un peut rebondir là-dessus ou... Je peux continuer, Oui. enchaîner avec la super réponse de Stéphane. Quand vous réalisez un projet interactif, il y a des architectures dans une grande architecture, donc c'est plusieurs architectures qui s'assemblent et qui après composent le projet. Donc il y a effectivement toute une structuration d'un point de vue du code, il y a toute une structuration à avoir d'un point de vue de la construction du projet, du scénario d'interaction, du produit ou des produits, de la relation entre le digital et le hardware ou le physique. Et tout ça, ça nécessite le développement de plusieurs architectures qui sont connectées et qui vous permettent après de réaliser des produits sophistiqués, complexes, animés, avec des options qui permettent de après développer, c'est-à-dire qu'on puisse après rajouter des briques, enlever des briques, optimiser aussi le projet de sorte à qu'on puisse le faire évoluer dans le temps, parce que ce sont des projets qui intègrent la technologie, on peut les rendre performatifs, performants aussi si on utilise par exemple, comme tu disais, du machine learning, si on a par exemple une interface, que ce soit un écran minimal ou que ce soit un objet type anthropomorphique ou zoomorphe qui interagit avec nous. Si cet objet animé contient une intelligence artificielle type deep learning, avec le temps, cet objet va devenir de plus en plus performant et va évoluer. Et pour revenir sur la question du sensible, qui est quand même au cœur aussi de la table ronde, moi j'ai le sentiment que la création d'un code, en fait, ça présuppose aussi de la personne qui utilise, en fait, qui crée ce code, quoi. On a l'impression que ça présuppose de son intimité, en fait, de sa culture, de sa sensibilité. Est-ce que tu es d'accord avec ça, David Olivier? Non, parce qu'effectivement, on peut reconnaître qui a écrit des codes. En fait. C'est assez. C'est comme de rédiger un texte. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, chaque code a sa personnalité. Après, il y a. Alors, on peut le reconnaître d'une manière, on va dire, plus ou moins. C'est-à-dire, on peut reconnaître par exemple quelqu'un qui va mal coder. On va se dire, ah oui, alors là, c'est un bazar pas possible, ça va être certainement lui qui l'a fait. Mais donc là, c'est pas très bien. Mais par contre, on peut aussi reconnaître du code qui a été magnifiquement codé. Je ne sais pas, des gens comme Colin Levin, Daniel Schiffman, voilà, Ben Fry, c'est des gens, quand on voit les codes, on se dit c'est tiré au cordeau, c'est magnifique, quoi. Donc évidemment, et on reconnaît la patte de chacun. Alors, on peut avoir une petite aide avec des commentaires, parce que généralement, un bon code, un bon programme, un bon listing, il est commenté. Mais même sans les commentaires, qui peuvent être voilà, des aides précieuses, mais même sans les commentaires, je pense qu'on peut reconnaître la logique de pensée de celui qui a rédigé le code. Et il y a aussi une notion qui est vraiment très intéressante, c'est le code comme outil de transversalité. Je crois que tous vous avez un petit peu parlé de ce sujet. Toi, David Olivier, dans des exemples qui justement liés culture, ce qu'on appelle tout un temps haute culture, et puis programmation, développement informatique. Et puis vous, dans vos activités, tous les deux, il y a quelque chose que peut-être
qui est vraiment au cœur de ce qu'on appelle les arts numériques, entre guillemets, c'est justement cette transversalité de discipline, et elle est finalement toujours rendue possible par le développement informatique, par le code. Oui, en effet, et ça se rapprochait aussi des savoir-faire. Enfin, tout à l'heure, je parlais d'un serrurier avec qui on avait travaillé là-dessus. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, la beauté mathématique qu'on retrouve dans le code, il y a vraiment le serrurier, si vous voulez, quand sur 12 mètres, il avait je ne sais plus combien il avait 2 cm, 2 mm d'erreur entre ses plans et la réalité, sur une structure métallique qui peut évoluer avec la chaleur, enfin bref. Pour moi, ça, le calcul qu'il a fait, qui n'était pas, c'est pas un calcul, enfin on n'était pas dans les formules qui étaient là, mais là déjà il y avait une beauté qui était entre une beauté mathématique, une beauté artisanale, dans la connaissance du matériau, et c'est une connaissance, c'est pas une connaissance à l'échelle atomique, sauf qu'il y a quand même une connaissance de la réaction du matériau par rapport à la façon dont on va le plier, dont on va le visser. Quand il y avait des bruits, il dit attends, là tu vas trop le visser, ça va nous déformer la structure, donc en fait, c'est des projections mathématiques aussi dans sa tête à ce moment-là. Et pour moi, la beauté du code, elle était aussi, enfin en tout cas dans lui, ce qu'il a fait, l'approche mathématique qu'il a eue, avec des choses qu'il a appris à l'école, bêtement, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et on a pu échanger avec lui, quand je lui ai demandé sur les calculs qu'il avait fait sur la structure globale, il y avait des choses là où il y avait un commun, un bien commun quasiment, qui était la logique, le bon sens qui peut être subjectif, mais le bon sens, le calcul, l'anticipation, et puis du coup l'écriture de sa structure. Et pour moi, sa structure, c'était tangible, mais c'était une forme géométrique qu'on aurait pu faire à l'écran. Et pour moi, c'est l'aspect transversal. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on peut parler avec cette personne-là, avec un ingénieur, avec différents corps de métier qui utilisent une sorte de langage commun qui sont les maths, en fait. En sachant que moi, j'ai détesté les maths. J'ai même choisi l'image pour m'éloigner des maths. Et c'est quand j'ai redécouvert le code par Maëda et des gens qui avaient une approche des mathématiques particulière, où là, ça m'a éclaté l'esprit. C'est-à-dire que je me suis dit, t'aurais jamais dû t'arrêter aux probabilités. Moi, je me disais aussi que il y avait je vais tirer un peu, je vais faire un rapport qui est peut-être un petit peu tiré vers les cheveux, mais comme il y a de nombreux genres littéraires, le roman, la poésie, l'alexandrin, et dans chaque genre littéraire, il y a aussi des formes différentes. Il y a aussi de multitudes de formes de code. Comment on choisit en fait son code? Est-ce que c'est quelque chose d'aléatoire, ou est-ce qu'on a des habitudes, on revient toujours au même, ou est-ce qu'on est obligé d'expérimenter quand on est développeur tout au cours de sa carrière, de sa vie, différentes formes de code selon l'objectif? Alors, pour répondre à ta question, quand je prototype et que j'écris des scripts, ça fonctionne, mais si un développeur va un peu regarder et fouiller dans mon code, il va se tirer les cheveux, parce que mon but c'est pas de faire un code, un haïku, ma finalité c'est pas de faire le script, le code parfait. Moi ce que j'ai besoin c'est d'avoir un rapport d'efficacité par rapport à la manière dont je veux programmer mon comportement et l'interaction que j'ai avec l'objet. Donc moi, ça va être, je vais répéter des boucles for alors que je n'ai pas besoin de les répéter. Je vais mettre des if là où il ne faut pas les mettre, mais ça fonctionne quand même. Je vais faire un tableau et puis il va fonctionner, mais il ne sera pas optimisé. Mais c'est pas grave en fait, parce que l'essentiel c'est d'arriver arriver au résultat. Et pour moi, le résultat il est dans l'expérience qu'on a avec l'objet interactif, avec le jeu si c'est entièrement digital et qu'on est en train de jouer sur l'écran ou sur la tablette tactile. Pour moi, l'intérêt est là, en fait, si tu veux, de l'écriture, en fait. Si tu veux, j'ai un rapport, l'écriture, pour moi, du code,
une finalité, c'est un moyen. Et donc ma finalité, elle est dans vraiment l'expérience qu'après, nous, on va avoir, l'expérience sensible, arriver à simuler et à bluffer quand on interagit par exemple avec un objet et qu'on arrive au résultat escompté. Pour moi, elle est là la beauté et la poésie et voilà. Oui, donc l'expérience sensible prime sur la perfection mathématique du code. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? Ça sera la dernière parce qu'après on va poser des questions. Enfin, on va plutôt répondre à des questions. Oui, c'est-à-dire que il y a beaucoup de vérité dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ça dépend comment on aborde la question. Et c'est ce que j'évoquais dans les mails qu'on a échangés en te disant qu'on a aussi une approche très utilitaire, par exemple au Random Lab, du code. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas toujours à faire le code parfait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des situations différentes, des situations d'efficacité où le code, on va le bricoler. Ça va marcher, on sait que le public ne verra que du feu, quelque part. Donc voilà. Après, là aussi, c'était sur les questions, on est sur des questions esthétiques qui sont très différentes. C'est-à-dire que on peut aussi avoir cette approche de se dire, voilà, la rédaction même du code a un intérêt esthétique, mais qui a une valeur sensible qui peut être équivalente à l'expérience qui est produite par le code lui-même. Et ça, c'est un aspect que souvent les gens ignorent, c'est-à-dire qu'ils voient plutôt le résultat. Et comme tu dis, il faut, quand on est artiste, designer, etc., il faut aussi viser l'efficacité et que les gens profitent de l'œuvre, enfin, selon diverses manières, et que quelque part, c'est ça qui compte. Mais il y a aussi ces coulisses qui sont celles du code, de la rédaction du code, qui sont de belles coulisses. Et pour ceux qui y ont accès, c'est un plaisir. Je dirais que c'est un plaisir en plus. Il y a quand même une culture, enfin ce plaisir accumulé dans les années. Après développe aussi toute une sorte de... Il y a des références, des liens, même entre les gens. Et du coup, il y a toute une culture autour de ça qui est pas du tout... quand on parle de culture des fois un peu geek, parce que pour moi c'est lié à la technologie qui vient d'arriver dans le jour d'avant. Il y a aussi une culture en fait qui est plutôt qui renvoie beaucoup au passé, à des vieux algorithmes, des choses comme ça, qui fait qu'on se rend compte que quand on réinvente la roue et qu'il y a des choses qui datent énormément, qui sont toujours aussi efficaces. Et donc cette partie culturelle, en fait, pour moi, il y a la culture un peu... C'est la différence en tout cas de la culture geek. C'est une culture en fait finalement de découverte des mathématiques, mais du code vraiment, du programme, voilà, mais par une entrée un peu plus quasiment littéraire, voire dans l'écriture, à la fois dans l'écriture et à la fois dans la construction narrative, on va dire. Et c'est pour moi une différence bien. Vas-y. Je rajoute juste une chose. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé du bruit de Berlin, et je pense que sur Internet, on peut trouver des tas de codes qui génèrent du bruit de Berlin. Mais évidemment que c'est très intéressant de le faire soi-même aussi. Et c'est ça qui est assez beau dans le code, et on peut inviter les gens à se rapprocher de ça. C'est-à-dire, moi, par exemple, récemment, je me suis amusé à reprogrammer des algorithmes de labyrinthe. On en trouve des milliers sur Internet. Et donc, quelque part, ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt, ça ne porte rien. Par contre, le fait de le programmer et de reconstituer l'algorithme, c'est absolument passionnant. Et là aussi, c'est de l'ordre du plaisir. Je pense que c'est comme quand on apprécie un bon vin ou quelque chose. Programmer un bruit de Berlin, c'est une expérience qui est formidable à vivre. Donc vraiment, les gens qui ne connaîtraient pas vraiment le code, de se pencher peut-être sur des choses moins compliquées que les bruits de Berlin, mais de découvrir ce genre de pratique en fait, dans un sens purement esthétique. Et bien on va conclure là-dessus pour ce qui est de la présentation de notre présentation. On va maintenant laisser la place aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, d'ores et déjà? Je me demandais s'il y avait des concours, enfin des lectures de code, des événements que vous connaîtriez. Parce que tu parlais de culture, effectivement, qui sont cette éducation, d'avoir accès au code, de savoir le lire ou de savoir l'écrire ou pas. Et en fait, je m'interroge, c'est plus une réflexion sur des événements ou alors parce qu'il y a eu. Je sais que moi, par exemple, ce qui m'a
c'est un peu de développer il y a par main-d'œuvre, une structure, enfin à Paris en tout cas, main-d'œuvre, qui avait des super workshops autour de Code Frameworks par exemple. Après, il y a eu les fameux aussi Processing Paris, où là il y avait une communauté d'artistes, designers, architectes, et en gros c'était à peu près 3-4 jours je crois, où là on découvrait toute une façon de coder, une façon de faire, et surtout l'importance de la communauté dans le code. Enfin, je ne sais pas si c'était la question. Alors, peut-être pour préciser, sans l'aspect fonctionnel, sans médiation, juste avec du code source en fait. Parce que aujourd'hui on rapproche le code du langage. À l'école primaire on parle d'apprendre le code comme une langue vivante, etc. En fait en vous écoutant je me dis que le lien avec le langage n'était pas si évident que ça. Parce qu'on a toujours un rapport fonctionnel avec le code, c'est un programme, on veut qu'il se produise quelque chose qui a un impact. Alors que dans un langage, on va être sur un échange d'informations avec une autre personne. Donc. Ouais, mais de toute façon, après, ouais, je comprends. Par contre, là, mon fils en ce moment, il fait du Lego. Ben, typiquement, les Lego entre les briques et les étapes, et après la multiplication des éléments, l'indication, c'est déjà, pour moi, il programme une forme. C'est une forme qui est programmée, qui est éclatée. Oui, c'est une procédure. Ouais. C'est un protocole. C'est une procédure. Et après, dans la lecture, parce qu'il a 6 ans, là, il apprend vraiment donc les mots-outils. Il a des séquences de phrases, il y a ses croisements de méthodes. Donc en fait, là, au moment où il fait son Lego, il y a des moments où il suit la structure, la procédure, puis il y a un moment où il y a un pseudo aléatoire qui arrive, et puis tout d'un coup, sa voiture, elle va prendre 3 niveaux, parce qu'il a décidé, parce qu'il a envie de communiquer quelque chose de particulier. Il va le transformer, il va se les réapproprier. Voilà. Et en tout cas, pour moi, l'apprentissage du code, elle se crée énormément par le jeu, et surtout les mathématiques, mais les maths pas dans le sens où moi je l'ai appris. C'est les maths par le jeu, par le plaisir, par le défi aussi, les choses comme ça. Et je pense, en tout cas, avant de pouvoir communiquer, c'est-à-dire avant de pouvoir parler, je vais vous parler de mes enfants, mais du coup, une autre, ma fille qui a 1 an, elle travaille par les onomatopées. Pourtant, on la comprend. Mais par contre, c'est des briques. Si elle programmait, c'est des micro-briques. C'est grossier. Sauf qu'en fait, ça lui permet déjà d'avoir une palette de communication très grande. Et donc, je pense, pour répondre à ce que j'avais compris de votre question au départ, c'est que pour commencer à coder, à être dans le code source, c'est un peu comme les bonnes résolutions, il faut commencer par quelque chose de très très simple, qui va être c'est bête ce que je dis, mais on parlait d'interaction, c'est-à-dire d'être à l'aise avec déjà toutes les interactions qu'on peut avoir sur les... je sais pas, mais que ce soit une montre, tous les objets qui sont autour de nous, la façon dont on peut les programmer, les coder, créer des suites d'événements, etc. En fait, effectivement, là, je parlais pas de compréhension. Je vois ce que tu dis. Je parlais pas de comprendre le code et de faire des boucles et de savoir-faire. Ouais. Je me demandais, s'il y avait juste un plaisir du texte en tant que code source, ou, je sais pas, avec du langage naturel, peut-être des interfaces de V8, d'interaction avec la voix. Est-ce que c'est pas aussi un moyen de connecter plus fortement le code avec une poésie, une esthétique? Donc ma question c'était, est-ce qu'il y a des éléments de lecture de code tels quels pour les initiés? Ou est-ce que ça coûte du plaisir chez des gens? Ouais, je réponds plus là-dessus, puis je laisse parler les autres, mais en gros, il y a des interfaces aussi de code visuel, c'est-à-dire on relie des briques avec d'autres. Il y en a eu, elles disparaissent, il y en a des autres qui apparaissent, et ça, c'est un intérêt, c'est pareil, ça peut être une porte d'entrée, en fait, de plaisir, puisque là, dès qu'on connecte des choses, on voit parfois en temps réel ce qui se passe. Voilà. Ça existe en tout cas d'autres formes de code pour ensuite qui se compilent, c'est-à-dire qu'on peut compiler, qui permettent d'arriver à un programme, mais c'est juste d'autres portes finalement. Si ça vous ennuie pas, on va prendre une autre question s'il y en a une. Et bien voilà, il y en a une. Oui, donc il y a une transition que je n'ai pas
pas bien saisi. Donc, vous parlez de beauté du code du côté des développeurs, grosso modo, beauté ou non, mais ou charme en tout cas d'un code qui peut être bricolé ou extrêmement bien pensé mathématiquement. Et d'un autre côté, vous avez la beauté des œuvres qui sont produites, beauté objet, interaction, etc. Et est-ce que moi je n'ai pas saisi si vous aviez pensé ou si c'est incongru de penser à comment sensibiliser le public de ces œuvres à la beauté du code auquel il n'a finalement pas vraiment accès, sauf sur des œuvres hyper spécifiques, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose là à penser? Est-ce que vous, ça fait partie de vos intérêts ou pas du tout? Voilà, c'est un peu la question, le rapport au public sur cette beauté spécifique au code. Oui, c'est des questions, en tout cas, moi, qui reviennent de temps en temps. C'est pas le centre de ma question fondamentale en tant que designer, mais j'y pense. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu une lampe qui avait une forme un peu de méduse. C'est une lampe qui a été développée dans le cadre du salon expérimental et qui a été avec la compagnie Le Clair Obscur. Donc, on a travaillé en équipe. Il y avait le metteur en scène Frédéric Elias, il y avait 2 développeurs et puis moi dans l'équipe. Et on a montré le projet en octobre dernier ou novembre dernier, je ne sais plus déjà. Et pendant le salon, on a l'opportunité de faire l'expérience de la lampe qui se comporte comme un chat. Mais en sortant de la zone d'exposition, les personnes peuvent en fait regarder ce qui se passe dans les coulisses. C'est comme une petite mini-régie où on voit par exemple les données qui sont récupérées de la Kinect, le capteur de la caméra 3D, et comment est-ce que ces données qui ont été récupérées par l'ordinateur et le logiciel affectent une carte qui est aussi un soft qui a été développé spécifiquement pour le projet, et c'est une carte d'émotion de l'objet. Donc, par exemple, si quelqu'un faisait des gestes bruts en se rapprochant de la lampe, on pouvait le voir à l'extérieur puisqu'il y avait un feedback caméra, et on pouvait voir aussi que ça modifiait une cartographie où la lampe des comportements, joie, peur, triste, excité, énervé, embêté. Et puis on voyait en temps réel comment en fait les programmes fonctionnaient et les interfaces qui ont été développées pour pouvoir réaliser le projet. Donc oui, par exemple, il y a des salons comme Expérimental qui permettent vraiment de faire l'expérience, mais aussi de voir tous les coulisses, toutes les technologies qui sont combinées et développées en background. Et puis, vous avez peut-être vu, la lampe en porcelaine, c'est moins une question de code, mais c'est une question aussi de hardware. La beauté aussi de la machine, des circuits imprimés et de l'ordinateur en tant qu'objet physique et de sa beauté. Mais le fait d'avoir imprimé un circuit électronique en or visible sur la lampe, c'est aussi une manière en fait de parler aussi de la beauté du hardware en fait, à quel point les ordinateurs, les cartes, les processeurs et puis les différents éléments qui composent les ordinateurs sont des objets et qui ont une vraie qualité esthétique qui peuvent être réintroduites et réexploitées par les designers. Pour rebondir une minute, pour préciser que je pense qu'on n'a pas été du tout précis sur un terme en fait, qui est celui de beauté, et parce qu'on n'a pas le temps de le développer ici dans le cadre du débat. Mais c'est vrai que dans votre question, vous utilisiez aussi ce terme, et évidemment il y a toute une pensée à développer, parce que la beauté c'est ce qui est passionnant, c'est-à-dire que c'est une problématique contemporaine et en même temps très anti-contemporaine. Et donc, du coup, voilà, il faudrait évidemment, il y a toute une réflexion à porter, très subtile, qui est de l'ordre de l'esthétique, qui est pareil, qui a toute une histoire, sur qu'est-ce que c'est que la beauté, avant même de parler de la beauté du code, hein, évidemment. Mais bon, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais c'est important quand même de le préciser, pour ne pas caricaturer le débat.
D'autant qu'il y aurait aussi une question à poser sur la légitimité, justement. Par exemple, tu disais tout à l'heure que vous employez beaucoup de références au grec ancien ou à l'Antiquité grecque, et justement, on peut aussi se demander, on ne va pas en parler absolument pas non plus, est-ce que c'est pas une manière justement de relier quelque chose d'extrêmement contemporain à une légitimité du passé et de la haute culture telle qu'on l'envisageait avant? Tu veux dire vite fait quelque chose qui est vraiment parce que, il faudrait, à chaque fois qu'on en parle, on arrive sur des... C'est le fait aussi de creuser du... Enfin, on n'a pas trop parlé de la question du sens de ceci, parce qu'en gros, il y a du sens dans une formule mathématique, etc. Mais souvent, ça vient se frotter à la réalité, au contexte, etc. Donc la question du sens, en fait, elle est... tu en parlais aussi sur la rencontre et le sens. Et le fait de creuser les mots, l'étymologie, en fait, de creuser d'où on tire ça, finalement, si on devait creuser dans l'histoire jusqu'où on devrait arriver pour avoir quelque chose de la fin la plus... on ne peut plus rien enlever, un petit peu dans un aspect un peu minimaliste aussi, souvent on retombe sur les racines de nos langages qui viennent de là. C'est aussi des questions de langage et le fait de creuser, et de dire tiens, c'est la définition la plus incompressible qu'on puisse avoir. Voilà, je pense que c'est ça. une dernière question, et puis après on va conclure. Où on va conclure? Allez, encore une question. Bonjour, bon, alors une question un peu farfelue. Vous avez parlé tout à l'heure de l'élégance du code par rapport à plusieurs critères, donc la performance, un peu un côté beau, un peu propre. On a parlé du côté sensible par rapport au code, qui est super intéressant. Moi j'aime bien faire la comparaison avec la musique, puisque j'ai déjà moins de références en poésie, mais si on comparait avec la musique par exemple. Où le programmeur serait le musicien, la musique le résultat et l'instrument le code, la manière de pratiquer le code. Est-ce qu'on a le droit de pratiquer le code comme on pourrait faire du punk? Est-ce que c'est autorisé? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, il y a un langage qui s'appelle Brainfuck et qui paraissait bien de lui-même. C'est-à-dire que c'est que des espaces. Donc en fait, le code, on peut le voir que quand on le sélectionne, et véritablement, c'est un vrai langage de programmation, mais qui ne joue que sur les espaces. Donc c'est une approche complètement punk du code. Et il y en a plein des choses comme ça, évidemment, et c'est aussi un des côtés très savoureux, c'est-à-dire qu'il y a plein de manières, et même avec du C ou du Pascal ou du Fortran, on peut être complètement punk dans l'approche. C'est peut-être même conseillé en fait. Enfin, pas par tout le monde. Je pense que les ingénieurs ne veulent pas trop. Mais nous, on a cette possibilité de pouvoir le faire. Écoute, j'aime beaucoup ta question, mais je ne le fais pas de manière délibérée, mais j'ai une approche de charretière avec le code et je le revendique parce que je suis designer et je sais où est ma place et j'ai aucun complexe à bidouiller du code. L'essentiel, c'est que ça fonctionne à la fin. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à avoir un rapport très décomplexé avec n'importe quel type de code qu'on a en face de soi. Surtout si tu fais de la musique. Je ne sais pas si tu veux programmer des choses, mais bien évidemment, oui, il faut vraiment avoir un rapport décontracté. Et puis, de toute façon, ça dépend quel objectif qu'on a, mais si on ne veut pas devenir un Golan Levin ou ce type de profil d'ingénieur développeur créatif, il n'y a aucun problème, il faut juste y aller et puis voir qu'est-ce que toi tu en fais, parce que ça donne des capacités et des possibilités infinies au niveau développement imaginaire, créativité et capacité de connecter différents éléments, univers entre eux, objets. Et ça enrichit aussi l'univers du design, l'univers du numérique, parce que ça permet aussi de proposer de nouvelles approches, de nouvelles interactions, des nouvelles expériences, et c'est ça pour moi qui est important. Et puis un truc autour du punk, dans ce que tu disais, Marcia, c'est aussi souvent quand on commence à faire de la musique, en gros, notamment le punk, on prend un objet, puis on y va sans trop se poser de questions. Et il y a aussi le rôle des passeurs, entre guillemets, c'est ceux qui mettent entre les mains d'autres
une librairie, des choses comme ça, quand on fait un workshop, on dit voilà, en fait, vous pouvez faire des possibilités vont de là à là, et amusez-vous, entre guillemets. Et ça, je pense que cette approche-là de la programmation, sous la forme de boîte magique librairie, il y a un côté où il y a un aspect aussi punk, c'est-à-dire que vous devriez commencer par faire vos premiers algorithmes en calculant 1 plus 1, Hello World, etc. Non, avec les quelques bases que vous avez directement, on va aborder une librairie très particulière et du cash. Et pour moi, ça c'est une façon aussi un peu punk au départ de passer la passion ou l'envie qu'on a autour du code. Vas-y, prends et fais-toi plaisir. Super, il est 17h, on a donc terminé, on conclut donc là-dessus, go punk. Et puis merci à tous, et puis merci encore à Martin et au Lab de Cyrulux et à Scopitone évidemment. Merci à toi Maxence, et puis merci évidemment à nos 3 intervenants, c'était super intéressant. Je vous dis merci aussi, et puis sans doute à bientôt. Si jamais vous êtes intéressé par la suite des rendez-vous du labo de Scopitone, je vous invite à regarder le programme. Un petit aperçu demain pour ceux qui seraient intéressés par la question de l'immersion et des dômes, de la création de visuels dans ces espaces-là. On a un masterclass, un workshop au château, et vendredi, ici, le matin, une table ronde sur les questions des croisements entre art, science et innovation. Voilà, donc, et puis peut-être un peu aussi sur le reste des activités de Scopitone. Merci beaucoup.